Vous êtes ancien président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vous êtes conseiller scientifique pour l'environnement, la biodiversité et le climat au ministère de l'écologie. Est-ce que vous pourriez, alors on va essayer de rentrer justement dans l'océan, est-ce que vous pourriez nous faire un constat de la situation actuelle, nous faire un peu le point sur les ressources vivantes de l'océan? Quelles sont les menaces sur la biodiversité? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ici à La Rochelle. J'ai quelques minutes pour vous présenter un peu un état actuel de ce qu'on connaît sur ce qu'on appelle l'état de santé de l'océan. Alors l'océan, déjà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est là que la vie va naître. On était il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Les premières cellules, c'est quoi une cellule? C'est une membrane qui va séparer un intérieur et un extérieur. Une cellule vivante se dissocie dans l'océan ancestral. C'était au départ des cyanobactéries. Il y a un beau papier dans Nature il y a quelques semaines qui nous montre qu'on a des datations maintenant à 3,75 milliards d'années. Donc la vie naît dans l'océan. Tout vient de l'océan. La composition de toutes les cellules vivantes est faite d'eau. Et c'est vrai que cette eau salée est absolument fondamentale. Il y aurait 3 mots qui caractérisent l'océan. Salinité, l'eau est salée. Connectivité, il faut arrêter de parler des océans. Il y a un seul océan sur la Terre, c'est l'océan mondial. Il n'aurait pas ce rôle sur le climat. C'est le principal régulateur du climat. Le jeune homme disait tout à l'heure 50%, non pas de l'air, mais de l'oxygène, qui est produit effectivement par le phytoplancton. C'est aussi aujourd'hui 26% d'absorption du CO2 émis par les émissions humaines depuis l'invention de la machine à vapeur. Plus de carbone, stockeur d'énergie. L'océan est un fabuleux régulateur de ce climat qu'on évoque aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est malade justement parce que, on va le voir, on le pollue. On ne peut pas détruire l'océan, c'est différent d'une forêt ou d'un lac. On va détruire le littoral, mais pas l'océan lui-même. Il est effectivement surexploité, je vais y revenir. Si c'est ça qu'on apprend à l'école aux enfants, je suis un peu inquiet quand même pour certains. Deuxièmement, cet océan est aujourd'hui dans une situation d'exploitation un peu démesurée. Donc on verra comment l'aquaculture peut venir effectivement en appui à la pêche. Il ne faut pas les opposer, il faut faire de la pêche et de l'aquaculture. Je ne suis pas du tout un anti-pêche, au contraire. Pêcher, c'est une super activité pour l'humanité. Surpêcher, c'est stupide. Ensuite, effectivement, on va voir les questions qui sont aux disséminations d'espèces. Aujourd'hui, les ballastages de grands navires nous amènent par jour plusieurs milliers d'espèces échangées. Il faut savoir qu'on échange 14 milliards de tonnes d'eau de mer chaque année sur les grands tankers qui ballastent. Donc un bateau qui part de Rotterdam et qui balance 300 000 tonnes d'eau de mer à Aden, par exemple, ou bien à Oman, avec des libérations de bactéries, de virus, de microbes, pose de très gros problèmes. Donc destruction du littoral, pollution, on va y revenir un petit peu, surexploitation, dissémination, et enfin le climat qui change. Je vais vous montrer que le climat qui change, non seulement il affecte l'océan, mais l'activité humaine sur l'océan fait aussi en retour changer le climat. Donc quelques images de pêche, de culture ou d'exploitation de diverses molécules d'intérêt. Donc l'océan, on parle toujours de 70% de la surface du globe terrestre, la planète bleue. On oublie que l'océan, c'est d'abord un volume. L'océan, c'est de l'eau. C'est 99% du volume offert à la biosphère sur la Terre. 99%, c'est l'océan. Des 11 km de la fosse des Mariannes à la surface. La vie est apparue dedans, je l'ai dit. Si je prends que les animaux, par exemple, on adore classer au Muséum d'histoire naturelle à Paris la vie, on fait des classifications. 32 grands groupes d'animaux, 12. Il n'y a aucun groupe apparu sur Terre. Tous les groupes sont apparus dans l'océan, sur sa partie continentale. Et 12 sont restés dans l'océan et n'en sont jamais sortis. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, en connaissance actuelle, l'océan, c'est à peu près 250 000 espèces vivantes. On en connaît un peu plus de 2 millions. Donc 13% des espèces connues aujourd'hui sont dans l'océan actuel. C'est en biomasse carbonée gigantesque, puisque les seules bactéries de la surface de l'océan, c'est plus de 10% de toute la biomasse carbonée de la Terre. Et en capacité, non pas instantanée en ce moment-là, mais à générer de la biomasse, le phytoplancton, c'est plus de la moitié de ce que c'est faire la planète. Beaucoup plus, bien sûr, que les forêts tropicales. Vous voyez l'intérêt de l'océan au niveau du globe terrestre. Ah oui, une dernière remarque, quand on parle du corail ici, 250 000 espèces connues sur la Terre. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan. C'est plus du tiers des espèces connues aujourd'hui. Or, à 2 degrés, on va perdre le corail. Vous voyez pourquoi le combat est terrible au niveau du changement climatique. On ne peut plus l'empêcher, le changement climatique. Des 7 plaies de l'écologie, c'est la seule où on ne peut plus l'interdire. Toutes les autres, on peut faire quelque chose. Avec de la volonté politique, de l'intelligence, de la créativité, de l'action. On peut arrêter de polluer, on peut arrêter de déforester, on peut arrêter effectivement de détruire la biodiversité. De faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est trop tard pour le changement climatique, on ne peut plus l'empêcher. Ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on met tout en place pour le limiter. Et pour moi, il est clair que si on veut tenir ces fameux 2 degrés, à 5 degrés, ça serait mieux pour le corail. Non seulement il faut arrêter d'émettre du CO2, mais il faut commencer à retirer celui qu'on a déjà mis. Voilà un joli défi pour les technologies.
Donc le corail est essentiel, bien sûr. Le littoral, ça c'est fondamental, on est ici à La Rochelle. La vie n'est pas passée en sautant de la mer au continent, elle est passée par le littoral. Et vous allez voir, ce littoral est super important. 50% des humains, 55% vivent au bord de la mer aujourd'hui. On estime 70 à 80% d'ici une trentaine d'années seront au bord du littoral. Regardez la carte des migrations françaises, tout le monde quitte la région parisienne pour venir sur les littoraux. Cherchez les grandes villes qui ne sont pas au bord de la mer, il y en a très peu. Quand vous avez enlevé Moscou, quand vous avez enlevé effectivement Chicago, Paris, c'est un bon exemple aussi. Toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan. Ça, ce que je vous ai mis ici, c'est intéressant parce que c'est quoi ces chiffres que je vous ai mis là? Ça, c'est en ce moment la composition de votre sang. Hein, pour revenir aux relations entre le vivant en ce moment, c'est quoi un sang humain? Ben, c'est une eau littorale. C'est un mélange d'eau douce et d'eau de mer. L'océan, 1050 milliosmoles, où qu'on aille, c'est la même salinité. Connectivité, l'océan. Salinité, stabilité depuis très longtemps. Il est stable depuis au moins 100 millions d'années, cet océan. Et là, vous voyez très bien qu'une relation évidente entre tout ce qui est vivant, en particulier l'humain, ça nous concerne directement. Pourquoi vous avez dans votre sang en ce moment, s'il y a des médecins dans la salle, vous avez 140 millimoles de sodium. C'est le chlorure de sodium, c'est effectivement la composition essentielle de l'océan, du potassium et des chlorures. C'est l'histoire de la vie océanique au départ, qui aujourd'hui se perpétue au sein de chaque organisme humain. Alors ceci pour vous montrer que le littoral est fabuleux parce que je vous ai mis une image de chez moi, ici en pays catalan. Vous avez des fonds ici déjà très proches de la côte, à 2 km de profondeur. Là, vous avez la plaine du Roussillon. Et cette mince frange littorale, là, c'est la relation entre la mer Méditerranée, ici, et puis le continent. Cette rivière, qui est la rivière de la Massane, pendant quelques centaines de mètres ici, elle a la même composition que votre sang. Donc c'est vraiment l'élément essentiel avec des écosystèmes extraordinaires qui sont les herbiers, les mangroves, bien sûr aussi, et bien sûr le corail qu'on évoquait tout à l'heure. Alors voilà, quand on parle de biodiversité, on montre toujours ça. C'est une erreur pour moi, mais bon, on le fait parce qu'on veut convaincre les gens. Je montre ça aux députés du coin, au préfet ou à la ministre. Regardez comme c'est beau la biodiversité. Mission du muséum, mai 2012, on est 2 mètres sous les fesses des touristes sur les plages de Guadeloupe. Et on trouve des espèces qui étaient absolument pas connues. Hein. Sur des microcrustacés, ils sont grands comme ça. Alors bien sûr, je voulais choisir les jolis. Alors, je montre ça, on dit oui, vous avez raison, il faut sauver la biodiversité. Mais c'est pas que ça, c'est ça aussi la biodiversité. Alors là, on me dit, mais attention, écoutez, on n'a pas beaucoup de sous, donc moi, le joli à points bleus et mauve et fluo, je vais bien le sauver, mais votre truc, là, le poisson globule, bah, c'est sur notre critère à nous, bien sûr, c'est moche. Simplement, le globule, il a une copine globule, ils font des bébés globules et ils s'aiment quand même. Et je vous raconte l'histoire du rat taupe nu que j'aime beaucoup. J'étais dans mon bureau à Paris, au Muséum, il y a quelques années. C'est en 2006. Et un médecin de la Pitié-Salpêtrière, un des grands cancérologues français, m'appelle et me dit « Gilles, est-ce que tu connais le rat taupe nu ?» Je lui dis « Oui, c'est un espèce de rongeur qui vit dans des terriers au Kenya. » Il découvrait, ces gens-là, que ces rongeurs vivent 50 ans, ce qui est extrêmement rare chez des rongeurs. Hein. Et on découvrait que ces animaux ne font jamais de tumeur, ils ne font jamais de cancer. Et du jour au lendemain, ce truc ultra moche qui n'avait aucune chance d'être sauvé devient extrêmement important pour sauver, bien sûr, l'avenir de l'humanité. Vous voyez qu'en fait, il faut garder le vrac avec nous. Hein. Je vous ai mis ici un chat inventé par des généticiens qui est absolument horriblement moche, que chacun se bat pour avoir. Hein. Alors si ce n'est pas justement des très jolis la biodiversité ou des très moches, eh bien c'est ça la biodiversité. Et là, vous l'expliquez beaucoup mieux, finalement, la biodiversité. Et depuis l'origine de l'humanité, on l'utilise. Les levures, les bactéries, bien sûr. Hein. Les acariens dans les croûtes de fromage. Gratter une croûte de Cantal, vous verrez un petit peu. Bon, quand on regarde ça 5 minutes, on ne mange pas pendant une semaine, puis on recommence à manger après. C'est tellement bon que ça passe par-dessus. Si je vous montrais une image de votre lit ce matin, chaque lit humain, parce que vous y avez dormi, ça ne marche pas dans des lits où il n'y a pas d'humain qui dorment, hein, contient entre 1 et 1,5 million d'acariens. Alors, et que vous dormiez seul ou à deux, ça marche très bien, mon histoire, hein, c'est toujours pareil. Donc, vous voyez que cette relation entre l'humain, on est fait de bactéries, un corps humain, c'est au moins autant de bactéries dedans et dessus que de cellules humaines. Donc il y a une relation évidente. Ces bactéries, l'eau essentielle, bien sûr. Hein. Et tout ça, c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie, effectivement, est apparue sur la Terre. Et l'humain a choisi quelques espèces dites domestiques, comme la vache, qui nous pose des problèmes aujourd'hui, bien sûr. Hein. 1,5 milliard de vaches sur la Terre. Des régions du monde comme l'Inde ou Madagascar, ils ne mangent pas les vaches, mais ils en ont quand même. Ça montre un statut social, on a des femmes et des vaches. Hein. Toujours est-il que, bien sûr, on a des problèmes qui sont extrêmement importants liés à ces activités. Et c'est clair qu'il faut manger moins de viande et moins de poissons dans le futur, ça c'est évident. Donc, la biodiversité, ce n'est pas uniquement un catalogue d'espèces. C'est ça la biodiversité marine. Où que vous allez dans le monde. Ça, c'est Tara Océan, et puis les manips qu'on a faites aussi en Méditerranée. Donc, on a dû séquencer 35 000 stations dans l'océan sur 3 ans, les 3 premiers mètres.
Et il sort toujours des centaines de milliers de microalgues. On a découvert énormément de dinoflagellés, par exemple, dans la dernière mission de Tara, des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est ça la biodiversité. C'est pas les baleines, hein. C'est pas les oiseaux marins. C'est ça d'abord la biodiversité. Et sans ça, le reste ne fonctionne pas, bien sûr. L'océan, il est vivant. C'est pas parce que tout ce qu'il fait en capacité justement de régulation climatique, il peut le faire parce qu'il est vivant. Donc c'est un océan vivant qu'il faut qu'on conserve avec nous. Ni détruit, ni pollué, bien sûr, ni avec beaucoup de disséminations anarchiques diverses et variées. Ça, je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près une espèce sur 6 connue sur la Terre, c'est l'océan. Le deuxième écosystème, c'est le sol. Un sol contient 2 fois plus d'êtres vivants qu'un morceau d'océan. Alors voilà, les Tara Océan, donc on fait cette manip, on publie les papiers dans Science, c'était en mai 2015, et là on vous montre en bleu des gènes séquencés qu'on ne trouve que dans le phytoplancton. Ici, des gènes ici en orange séquencés que dans l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Et en gris, vous avez un bon tiers de nos gènes qui sont les mêmes avec les microalgues du phytoplancton. Donc on est fait d'eau, on est fait de bactéries, on a un tiers des gènes en commun avec le phytoplancton, la moitié avec une mouche. Qu'on arrête de nous croire sortis de la cuisse de Jupiter, et d'être aussi extraordinaire que ça, et sortis des réalités écologiques. Ne tombons pas dans le travers d'imaginer l'humain non biologique. C'est ici, je pense que si on comprenait cela, ça changerait beaucoup nos relations avec le vivant. Et on vit dans les villes. Quand je montre ça en Inde, tous ils le savent depuis 4000 ans. En Europe, on l'a oublié, en fait. Hein. On passe de viscérale association, c'est le cas de le dire, hein, entre le vivant général, bien sûr, et l'être humain. Et si on comprend ça, on comprend que chaque fois qu'on va agresser la nature, on s'auto-agresse, ce qui est vraiment con. Hein. Voilà, ça ce sont les êtres vivants qui ne vivent que dans l'océan, jamais sortis de l'océan, donc très anciens et intéressants. Alors vous connaissez bien, je pense, les échinodermes, probablement aussi ici les tuniciers, mais qui connaît ici effectivement ces animaux un peu bizarres, les siponculiens, les kétoniates, aussi comment je trouve ici ces microméduses qu'on trouve effectivement dans le phytoplancton. Donc vous voyez ou dans le zooplancton. Donc vous avez ici des espèces extrêmement bizarres. Hein. Les Cycliophora, sur un embranchement, 2 espèces connues, sont des bestioles qui vivent sur les mandibules de homard en Norvège. Alors j'ai dit à mes collègues du muséum, allez voir les mandibules du homard en Nouvelle-Zélande, hein, pour voir si effectivement il y en a aussi. On ne sait pas trop où les classer. Ces groupes-là sont extrêmement anciens, racontent une histoire. Aujourd'hui, on a quand même effectivement plus de 14 000 échinodermes, hein, étoiles de mer, oursins. Vous verrez tout à l'heure qu'ils sont extrêmement importants dans la connaissance de la biologie fondamentale, dans le traitement, par exemple, de maladies comme le cancer. Donc, vous voyez que tout ça, c'est l'histoire de l'apparition de la vie pour les animaux sur la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on exploite sur cette diversité biologique? Les pêches mondiales, je vais en parler un tout petit peu, 30 millions de tonnes en 50. À part les baleines et peut-être le hareng de la mer du Nord, on ne peut pas parler de surpêche à cette époque-là. On tirait effectivement des ressources. 70 millions en 70. Années 90, 92 millions de tonnes sorties de l'océan. Ça, ce sont des sources déclarées et débarquées et contrôlées. Hein. Le gramme, c'est qu'effectivement, on fait tous les calculs sur les débarquements. On sait qu'il y a un bon tiers de pêche illicite. Donc quand je dis 90, en fait, c'est 130 au niveau de la planète en général. Travaillons sur ce qu'on connaît, puisqu'on peut comparer les chiffres au cours du temps. Et puis on est sur les mêmes chiffres ça ne bouge pas en fait depuis 30 ans, les pêches maritimes ne débarquent pas plus. On est au taquet sur les pêches maritimes. Continuer à pêcher, oui, probablement un petit peu moins que cela, dans des bonnes conditions, c'est jouable. Après, on rentre dans des systèmes qui ne sont pas sustainable, qui ne sont pas durables. Aquaculture, jusqu'en 89, on n'a pas trop les chiffres parce que la FAO ne sépare pas les chiffres aquaculture et pêche. Là, vous avez des données aquacoles qui sont publiées, 20 millions de tonnes, 101 aujourd'hui. Depuis 2 ans, on produit plus dans le monde en aquaculture qu'en pêche débarquée. Et en valeur, c'est beaucoup, beaucoup plus, puisque on produit en élevage des espèces de grand intérêt économique. C'est extrêmement important de réfléchir un petit peu à tout ceci. Pour ce qu'on exploite de l'océan, on exploite par la pêche, par la culture marine, et bien sûr pour les molécules à haute valeur ajoutée qui vont servir en pharmacologie ou en cosmétique, que j'aborderai en dernier. Alors aujourd'hui, quel est le bilan actuel? Chiffre 2014, on aura les chiffres 2015 au mois de juin prochain, publiés par la FAO. 12 millions de tonnes pour les pêches continentales, sont plutôt en régression aujourd'hui. 90 millions de tonnes pour les pêches maritimes. 101 millions de tonnes pour l'aquaculture, dont 27 d'algues. En tout, on sort un peu moins de 200 millions de tonnes aujourd'hui de tous les milieux aquatiques de la planète. Mer, eau saumâtre et eau douce. Ça, c'est le bilan actuel de ce qu'on sort aujourd'hui. Alors comment, bien sûr, ceci est constitué? Comment on peut continuer à travailler à partir de ces considérations? La pêche est une cueillette. J'écoutais les petits garçons tout à l'heure. C'est vrai que pêcher, c'est une très belle activité. Hein. Depuis toujours, l'humain a pêché.
Ça, ce sont des totems d'Indien Kwaklut dans le nord-ouest américain, au Canada. Ça, c'est le saumon de l'abri du saumon. On a publié cette semaine un travail où on montre que c'est la plus ancienne gravure de poisson, 27 000 ans, que l'humanité a représentée sur une grotte du Périgord. Et c'est une femelle qui est déjà effectivement en train de pondre, comme celle-ci ici. Hein. Là, c'est un petit bonhomme qui relâche les œufs. Et c'est un beau bécard de saumon atlantique, sur la haute vallée de la Vézère. Vous voyez donc que l'humain a toujours été marqué en fait, par ces animaux aquatiques. Et il vivait au miracle de la remontée de ces poissons lorsqu'ils venaient se reproduire, bien sûr, en rivière. Là, je vous ai mis un pêcheur à tango, un tonnier, pas très loin d'ici. L'autre pêche, c'est les grandes pêches minotières. Tout à l'heure, peut-être que Frédéric reviendra dessus, qui nous pose des problèmes, puisque là, on va extirper à peu près un quart de la ressource mondiale qu'on va transformer en farine pour faire ensuite des élevages d'animaux aquatiques ou d'animaux terrestres. Donc, ces stocks de farine, là, alors on les met dehors, c'est des pays où il ne pleut jamais, hein. C'est sûr que ce n'est pas la Bretagne ni la région de La Rochelle, hein. Mais à Iquique, ici, il tombe à demi-millimètre de précipitations par an, donc vous gardez vos farines à l'extérieur. Hein. Et là, vous avez tous les systèmes possibles d'évaporation, de transformation. On raffine en fait des poissons qui nageaient en mer le matin, transformés en farine et en huile de poisson. Ça sont des farines spéciales Aquaprime, uniquement destinées à l'aquaculture, essentiellement de crevettes en Chine. Et ces bateaux débarquent entre 300 et 1000 tonnes par jour et par bateau. Il y a un seul bateau chilien qui a débarqué une année autant que le port de Lorient, qui est le second port de pêche en France. Donc vous voyez qu'il y a des stocks absolument gigantesques qui fluctuent d'ailleurs largement autant pour des raisons climatiques que pour des raisons éventuelles de surexploitation. Et ça, c'est le système après. On transforme des farines de poisson en farine et en éléments d'alimentation, des granulés, pour élever ici des saumons dans le sud du Chili. Un quart de la ressource mondiale. Le plus grand marché aux poissons du monde, Tsukiji. Si vous aimez les produits aquatiques, allez à Tsukiji. Vous allez pavlover entre 5h du matin et 9h du matin. C'est absolument superbe. Tous les plus beaux produits de la planète sont à Tsukiji. Les plus belles sols du Guilvinec, elles sont à Tsukiji. Et il y a une façon de les préparer. Au Japon, il faut non seulement que le produit soit bon, mais qu'il soit beau. Et ils payent, ils mettent le prix, bien sûr. Hein. C'est le plus grand acheteur au monde de produits de la mer. Ces thons là, peuvent rapidement atteindre des centaines d'euros par kilo. Hein. On les coupe uniquement avec des couteaux en lame de porcelaine. Ils estiment que la partie du thon qui est posée au sol, comme ça sur la table, vaut moins que celle qui est au-dessus, parce qu'il s'auto-écrase par sa masse. On touche à nous au grand cru, en fait, qu'on peut trouver dans les vins, effectivement, en France. Hein. Il y a une culture. Alors, sur les pêches, simplement 2 images. On a extirpé tout ce qui était gros. Ça, ce sont des concours de pêche. Un peu partout au monde, ce sont les mêmes données. Ici, 1926, 1950, 1970 et en 2007. Il y avait des morues en 1902 de près de 200 kg. Les plus grosses morues, elles font 15 kg aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'espèce n'a pas disparu. Hein. Souvent, je me bats avec des écologistes trop forcenés. En fait, on a la preuve formelle d'une espèce de poisson disparue en 4 siècles. Pour 2 raisons. D'abord, il faut être un peu présomptueux pour un scientifique pour dire qu'une espèce a disparu de l'océan, on n'en sait vraiment rien. Et surtout, c'est plus compliqué, bien sûr. On voit que le stock peut s'amuser considérablement. Le vrai drame actuel, c'est l'effondrement du nombre d'individus dans les populations. Et ça, c'est vrai aussi au niveau halieutique, autant qu'au niveau continental. Vous voyez ici que c'est une histoire de mâle, ça c'est pas les femmes, c'est une histoire d'hommes. Il faut le plus gros truc. Hein. J'ai le plus gros poisson, j'ai gagné, je suis le meilleur, vous voyez. La virilité a pris un sacré coup, puisque là, il gagne avec 240 grammes. Et ça, c'est vrai partout sur la planète. On a extirpé tous les grands individus. Nous sommes mis à regarder les records de taille de tous les poissons d'intérêt économique. Tous les records du monde sont antérieurs à 1950. Il ne reste plus aucun gros poisson sur la planète aujourd'hui. Autre image, ça, la FAO nous dit 31% des stocks surexploités. Là, c'est une capture ici de thon albacore dans l'océan Indien. Alors, un dernier aspect sur les pêches. Pêcher, c'est bien, surpêcher, c'est stupide, je l'ai dit. Ici, c'est au Chili et en Namibie, si vous enlevez les poissons pélagiques, sardines, sardinelles, maquereaux, chinchards, hein, par des seigneurs très puissants, vous effondrez bien sûr les chaînes au-dessus, les oiseaux marins, vous effondrez les baleines, vous effondrez les poissons de haut de gamme, qui pourtant sont intéressants bien sûr pour les pêcheurs. Hein. Comme ils ne sont plus là, le zooplancton qu'ils consomment explose, il y en a beaucoup trop, et quand il y en a beaucoup, ils mangent tout le phytoplancton. Et on sait que le phytoplancton joue un rôle fondamental dans la régulation du climat. C'est lui qui aide l'océan à fixer le CO2. Donc trop pêcher change le climat. Enlever la forêt change le climat en retour. Ce n'est pas uniquement une histoire de climat qui change et qui impacte bien sûr le vivant. Quelques mots sur ce qu'on fait de ces produits aquatiques. En jaune, c'est du frais. Le bleu, c'est la conserve qui continue bon an, mal an son parcours. C'est un peu baissé en Europe. Le bleu, là, c'est le fumé salé séché.
Le surgelé, qui prend beaucoup d'importance dans les productions mondiales, et la farine. Et la farine, c'est quelque chose qu'il faut absolument à terme, bien sûr qu'on arrive à faire disparaître. Hein. Là, on gaspille un quart du stock mondial. Un poisson, c'est comme vous et moi, c'est 2 tiers de flotte en constitution. Donc vous commencez le matin par pêcher un animal vivant, vous l'évaporez dans le désert de la côte du Chili, du Pérou l'après-midi, et vous vendez un produit sec, une farine en l'occurrence. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens économique parce qu'on utilise une sardine à 20 centimes du kilo pour produire effectivement un saumon ou une crevette qui valent 10 ou 15 $ le kilo. Les récifs sont intéressants parce qu'ils sont un peu intermédiaires entre les pêches et les cultures. C'est le fait que les Japonais avaient découvert après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient un stock de cuirassés, de porte-avions au large des côtes japonaises en 1946, 1947, que la faune marine s'y installait. Donc va naître l'idée des récifs artificiels. Alors, il y a toutes sortes de formes, il y a pour tous les goûts, les couleurs. Hein. Donc ces récifs sont immergés dans des zones sur le littoral et vont servir de refuge en fait aux poissons qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça marche très bien. Le premier intérêt, je vous assure, c'est que quand un type va aller chaluter là-dessus, il ne recommencera plus jamais. Donc, premier intérêt des récifs, vous protégez effectivement la côte parce que vous interdisez des méthodes de pêche qui sont destructrices. Tout à l'heure, on me disait que les chalutiers labourent le fond. Vous savez ce qu'on fait en agriculture maintenant? On ne laboure plus en agriculture. On se rend compte que c'était une connerie, effectivement, de labourer. Hein. Maintenant, on laisse le système différemment. Deuxième intérêt, c'est que vous n'augmentez pas les tonnages de pêche débarqués, vous les maintenez. Un Japonais peut me dire le matin, je sais aujourd'hui ce que je vais prendre, en fonction de mes hameçons ou de mes palanques que je vais porter. Et tous les jours, c'est pareil. Il n'y a pas de pêche miraculeuse un jour, comme on le fait dans nos contrées européennes. Et ça, c'est intéressant de relations entre pêche et culture. La culture, c'est effectivement des mollusques, des algues, des crustacés, des poissons, toutes sortes de types. Aujourd'hui, l'aquaculture est en pleine augmentation. On a vu qu'elle dépassait la pêche aujourd'hui, alors que les pêches stagnent généralement. On peut les faire partout, l'aquaculture. Hein. Dans des mers ouvertes, on peut les faire sur la côte, un petit peu partout. C'est un peu le pendant agricole au niveau marin, sans, espérons-le, recommencer les bêtises qu'on a faites au niveau agricole sur les continents. C'est quoi aujourd'hui? C'est 43 millions de tonnes de poissons d'eau douce, l'aquaculture, 4,6 de diadromes, ceux qui vivent en eau douce et en eau de mer, 2,4 de poissons de mer, vous voyez, on ne sait pas trop encore élever les poissons marins carnivores, 7 millions de tonnes de crevettes, 16 millions de mollusques et 27 millions de tonnes d'algues. Ça, c'est l'aquaculture mondiale. Je vous rappelle, la pêche, c'est 82-83 millions de tonnes. Hein, quand vous voulez comparer les chiffres entre aquaculture et puis pêche dans le monde aujourd'hui. Alors, c'est une réussite l'aquaculture, bien sûr, mais avec 3 gros problèmes qui sont toujours posés aujourd'hui. Les espèces carnivores, transformer effectivement le corps d'un individu en un autre, avec des rendements qui... En gros, il faut pêcher 3,5 tonnes, 7 kilos d'anchois ou de chachards pour faire 1 kilo de saumon en élevage. C'est les impacts sur l'environnement, destruction massive, par exemple, des mangroves, hein, par les crevetticultures dans le monde. Et c'est l'introduction d'espèces un petit peu partout, parce qu'aujourd'hui, on s'est élevé quelques espèces, on les emmène partout. La coquille Saint-Jacques bretonne, elle est au Pérou. L'huître japonaise, elle est ici en France. Les crevettes du Mexique, elles sont à Tahiti. Et les crevettes d'Équateur, elles sont en Nouvelle-Calédonie. Donc ça aussi, ça pose des problèmes avec des transports comme ça, bien sûr, de pathologies qui peuvent poser des problèmes. Pour terminer, donc, quelques remarques sur ce qu'on fait en dehors de la pêche et de l'aquaculture. Eh bien, on va sortir de la biomasse vivante de l'océan, des produits à haute valeur ajoutée. Quand vous allez à la pharmacie, 50% des produits que vous achetez sont des produits qui viennent de la nature. Donc anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, immunosuppresseurs, facteurs de croissance. Une grande partie sur les 26 000 produits connus aujourd'hui viennent des éponges. Pourquoi les éponges? Parce qu'elles sont sessiles, elles sont extrêmement anciennes. Elles ont 700 millions d'années, et l'éponge, une fois que la larve s'est promenée et s'est fixée sur un rocher, elle va rester là pour tout le temps, des dizaines ou des centaines d'années. Ce qui fait qu'ils ont inventé de fabuleux systèmes de défense qu'on appelle les défensines. Si dans la pièce ici, il se met vraiment on se met à avoir un environnement pas très agréable, il fait trop chaud, trop froid, ça sent vraiment pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. L'éponge, elle ne peut pas s'en aller, elle est comme un arbre. C'est pour ça qu'on estime aujourd'hui qu'on a 500 fois plus de chances de sortir des molécules d'intérêt des animaux marins que des animaux continentaux. Donc les plantes terrestres et les invertébrés marins sont de fabuleux possibles producteurs de molécules d'intérêt. Quelques exemples ici sur les prix Nobel. Hein. Metchnikov a son prix Nobel, il découvre la phagocytose en 1900, il a le prix en 1908 à partir de l'étoile de mer. Richet, c'est le seul prix Nobel monégasque qu'il ait acquis avec la description du choc anaphylactique grâce à Charles Richet à partir des venins de méduses sur des chiens, sur le bateau d'Albert Ier de Monaco. Von Warburg travaille à Roscoff en Bretagne, il découvre lui en fait le phénomène antipolyspermie. Quand vous avez un ovocyte féminin, une grosse cellule féminine, avec son petit trou, le micropyle, par lequel va rentrer le ridicule petit spermatozoïde, qui se ferme juste après, ça se fait grâce à des mécanismes de calcium, il découvre ça grâce justement à l'oursin. Hodgkin Huxley, c'est un des plus beaux prix Nobel de l'histoire, il découvre la transmission d'un flux nerveux.
grâce à une discussion de café un jour. Ils travaillaient donc leur micro-électrode de verre marchait sur des nerfs humains ou des nerfs de mammifères. Et puis en discutant avec un collègue en Californie un jour, en Angleterre, c'est à Lowestoft, il lui dit, tu sais, les nerfs de calmar sont 1000 fois plus grands en section que le nerf humain. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est ça l'intérêt de regarder la biodiversité. Et leurs micro-électrodes de verre vont marcher sur ces énormes nerfs. Ils découvrent la transmission d'un flux nerveux. Et c'est quoi? Sodium, potassium, sodium, potassium, sodium, potassium. C'est l'océan ancestral. Le vivant a inventé ceci à partir de la composition initiale de l'eau salée il y a presque 4 milliards d'années. Campbell travaille sur Alzheimer, il a le prix Nobel en 2000, il s'intéressait en fait à la mémoire. C'est quoi une mémoire? Comment on se rappelle de quelque chose? Et il prend comme exemple un truc ridicule qui s'appelle la limace de mer, la sea snail, qui a 20 000 neurones. Et il comprend chez la sea snail en lui faisant apprendre à aimer la lumière. Elle a horreur de la lumière. Dès qu'on allume, elle va se cacher. Donc ce qu'il faisait, il lui donnait à manger quand il allumait. Il regarde après combien de temps elle se rappelle qu'elle aime la lumière. 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Il a le prix Nobel en 2000 grâce à cette découverte, grâce à la limace de mer. Qu'on aurait écrasé d'un coup de talon en disant ça ne sert absolument à rien, ce truc, évidemment, bien sûr. Hein. Timothy Hunt, c'est un des plus beaux. Hein. Lui découvre tout simplement la molécule clé du cancer en 2001. Il travaillait sur des étoiles de mer à Roscoff et puis en Angleterre. Il se rendait compte que sur des cellules en culture ou des cellules vivantes d'étoiles de mer et d'oursins, lorsque la cellule prenait une décision anormale de se rediviser, c'est ça un cancer. Hein. Un cancer, c'est le fait qu'une cellule qui ne doit pas se diviser se met à se diviser tout d'un coup. Et il voit une protéine qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Il va l'appeler cycline. On sait que ce sont 2 molécules maintenant, une kinase et une cycline. C'est simplement le mécanisme de base de la cancérisation grâce à une étoile de mer. Ça se bouffe même pas, une étoile de mer. Mais c'est génial. Shimomura sont les protéines de fluorescence verte de méduse. Et le dernier prix Nobel, c'est en 2009. Le trio Szostak, Blackburn et Grider ont le prix Nobel parce qu'ils travaillent sur le vieillissement. Ils comprennent les mécanismes fondamentaux du vieillissement en prenant comme exemple un truc qui ressemble à rien, c'est un cilié, qui vit dans les flaques d'eau, tétrahymena, et qui va leur permettre de comprendre les mécanismes fondamentaux du vieillissement. Ces mécanismes sont universels. Vous voyez que des modèles qui apparemment sans intérêt sont absolument extrêmement importants. Pour terminer, l'océan aujourd'hui, c'est de la pollution. Hein, les images de la Moco, Jean-Louis s'en rappelle, on était à Brest à cette époque-là, effectivement, hein, ce mois de mars 78. L'enfer de plastique, on a beaucoup travaillé là-dessus, on travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui, ce sont des aspects extrêmement importants, partout dans le monde, hein, avec ces fameux pseudo-continents de plastique, hein, on pourra en reparler. Ce sont les problèmes aussi, bien sûr, de climat qui change, alors de température qui augmente, de niveau de la mer qui change et d'acidification. Ça, c'est le pH de l'océan a bougé un petit peu durant les 25 derniers millions d'années. Hein. Puis il est parti pour descendre aujourd'hui. L'océan est 30% plus acide qu'il y a 250 ans. On a eu un océan plus acide dans le passé, mais jamais à cette vélocité-là. Le climat, c'est pareil. C'est très bien que le climat change. C'est parce que le climat a changé qu'on a ces 2 millions d'espèces connues sur la Terre. En réalité, probablement 20 millions d'espèces. Mais il change trop vite. Et le vivant n'arrive pas à suivre la vitesse, justement, du changement qu'on évoque ici. Tout à l'heure, les jeunes garçons parlaient de migration, bien sûr. Hein. Les stocks de pêche en France, en ce moment, ils font 25 km par an de remonter vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. Ils vont très vite. Les plus rapides, c'est le plancton. Le plancton bouge en ce moment de 50 km par an, lié justement au changement climatique. Ça, c'est la remontée du niveau de la mer. Alors, elle avait remonté très très vite au début. Ici, on est à La Rochelle. Il y a 19 000 ans, la température est 4 degrés plus basse ici à La Rochelle. Et la mer, elle n'est pas du tout là. Elle est 125 mètres plus basse. On allait à pied de l'Angleterre, bien sûr, à la France actuelle, bien sûr. Hein. Les humains, à ce moment-là, ils vont passer, il y a 15 000 ans, ils arrivent en Amérique du Nord, parce qu'ils vont passer à pied de l'Asie à l'Amérique du Nord. Ils vont attendre que le climat rechange, que ça refonde derrière eux, pour que les glaciers du sud de ce qu'est le Canada aujourd'hui fondent, pour avoir accès aux plaines des États-Unis, aux plaines du Mexique. Et en 3000 ans, ils sont au Chili, en fait. Hein. Donc vous voyez que ce climat a été fondamental dans les migrations de l'humanité. Les humains, Homo sapiens, apparaissent en Afrique, ça c'est clair et certain par la génétique aujourd'hui. Première vague de sortie, il y a 120 000 ans, ils commencent à sortir. Pourquoi? Parce que la péninsule arabique est arrosée. Et tous les 30 000 ans, on voit des masses de migration qui se passent, ça s'arrête. Ça se redésertifie par la suite. Et quand le climat redevient propice, on continue à sortir de l'Afrique. On va vers l'Asie et on va vers l'Europe. Ça, c'est le bâtiment qui va être détruit en Aquitanie. Le maire de Lacanau me disait sur un événement climatique, février 2014, 60 mètres de retrait de côte. Rappelez-vous Cynthia, pas très loin d'ici. Hein. Alors pour terminer, quel est le rôle de l'écologue aujourd'hui? Être capable effectivement de prévoir ceci. Ça veut dire que d'abord, parlons de résistance avant pas de résilience. Ça m'énerve toujours, les gens parlent de résilience. Vous ne pouvez pas résilier si vous avez été détruit.
Donc ça veut dire que c'est parce que vous avez résisté un petit peu que vous êtes capable ensuite de revenir à un état plus ou moins proche de l'originel. Donc les écologues travaillent beaucoup là-dessus. Quel est l'état de nos écosystèmes aujourd'hui marins ou continentaux, hein? On mesure le niveau de résistance. Et si on n'est pas détruit, on va voir effectivement comment ils peuvent résilier. Ce qu'on appelle le shift en écologie, c'est le basculement brusque d'un écosystème dans un état à un autre. Et ça se produit de plus en plus aujourd'hui. Jusque-là, on peut encore avoir des chances de changer. Une fois qu'il a shifté, c'est très compliqué. C'est cet écologue américain qui travaillait sur l'est des États-Unis. Il avait 357 espèces sur un estran marin. Et il s'est amusé à enlever tous les individus de différentes espèces. Et un jour, il a enlevé une étoile de mer. En 6 mois, là, il y avait plus de 300 espèces. L'écosystème a entièrement basculé que vers des bananes ou que vers des moules. Il avait trouvé l'espèce clé de voûte de son écosystème. Et celle-là, il faut qu'on les scrute de façon très particulière. Elles n'ont pas toutes la même valeur fonctionnelle dans les écosystèmes. Alors, voilà, pour terminer, c'était les conférences récentes. La COP de Paris, Ban Ki-moon et Fabius donc annoncent la réussite des accords de Paris. 195 pays vont se mettre d'accord pour signer les accords de Paris. L'image suivante, c'est la conférence des Nations Unies le 22 avril dernier, où là on se met d'accord pour lancer la ratification. Aujourd'hui, je vous parle, il y a 147 pays ce matin qui ont ratifié les accords de Paris. Vous savez que le 4 novembre, on a atteint l'objectif. 55% des émissions de CO2 correspondant à au moins 55 pays. Ça s'est passé le 4 novembre. La Chine a signé très vite. C'était incroyable. Il y a 5 ans, je ne mettais pas un dollar sur la table, ou un franc, ce que vous voulez, ou un euro. Hein. On demande qu'ils allaient signer. Si, ça a marché. Maintenant, c'est une réussite politique. Il faut passer maintenant à une réussite pratique là-dessus. Et ça, c'est l'Alliance solaire internationale qui est très importante aujourd'hui parce qu'elle lance le débat sur justement l'abandon des énergies fossiles pour travailler sur les énergies renouvelables. Et ça, c'est ma dernière image. On était ici en 2015 en relation avec la Station spatiale internationale. On était dans la grande des Nations Unies à Paris, c'était le 2 décembre 2015. On se logue avec eux, il y a un Russe et un Américain. Ils sont là-haut dans l'ISS, comme est Pasquet en ce moment-là. Et ils nous disent une chose, ils disent, vous savez, vous discutez entre tous les pays du monde ensemble pour vous mettre d'accord là. On a une petite fenêtre, et à travers on voit la totalité de la Terre. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? La pollution dans le golfe du Mexique. Les forêts d'Indonésie qui brûlent et de Bornéo, et l'Afrique qui devient un désert. Alors, dépêchez-vous. Voilà, merci. Merci. Je vais appeler à nos côtés, on a la chance d'avoir Frédéric Lemanac, qui est directeur scientifique à l'association Bloom, et Richard Mérigeau, qui est donc notre acteur local, hein, qui vit à La Rochelle, mais qui est capitaine pour les bateaux Sea Shepherd, et qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ont pu constater, eux, en naviguant sur les eaux ou en faisant leurs recherches. Frédéric Lemanac, vous êtes, donc on a dit, directeur scientifique de l'association Bloom. Vous avez porté donc à beaucoup d'attention et surtout vous êtes une des associations qui a pu permettre l'interdiction du chalutage profond. Et vous travaillez quotidiennement à la préservation de la biodiversité marine et également à la pêche artisanale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette interdiction du chalutage profond? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a gagné quelque chose? Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, bonjour. Effectivement, on a gagné une bataille, ça c'est indéniable, puisque le chalutage profond, je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez vraiment la technique, mais c'est un chalut, c'est une espèce d'énorme chaussette qui est lestée avec des panneaux métalliques qui peuvent faire plusieurs tonnes chacun et qui va racler l'océan pour pêcher quelques espèces d'intérêt commercial. Et on pratique cette technique jusqu'à 2000 mètres de profondeur. En France, il y avait un seul acteur qui faisait ça, c'était la flotte d'Intermarché qui s'appelle la Scapèche. Et donc Bloom a été en combat contre cette flotte de pêche pendant des années. Et enfin, le 30 juin 2016, l'Europe a acté l'interdiction de cette technique de pêche dans les eaux européennes, au-delà de 800 mètres de profondeur. Donc c'est une avancée majeure, c'est certain. On pense que depuis que le décret d'application est en place depuis janvier 2017, on pense que bien sûr cette interdiction est effective, puisque c'est très facile, en comparant les tracés, la navigation des bateaux avec des cartes bathymétriques, de voir s'ils sont en train de pêcher ou non dans une zone qui est interdite. Donc ça, il n'y a pas
il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc vous êtes sûr qu'aujourd'hui, voilà, l'interdiction, elle est bien réelle, mais vous me disiez tout à l'heure que d'un côté, on a des succès, mais de l'autre arrivent des nouvelles techniques de pêche qu'il va falloir surveiller de près, apparemment. C'est ça, oui. Alors après, juste pour terminer sur la pêche profonde, effectivement, c'est une très grosse victoire d'avoir cette technique interdite dans les eaux européennes. Il faut savoir que l'Europe n'est pas le premier acteur de la pêche profonde au niveau mondial. Les Néo-Zélandais et les Japonais sont les plus importants. Et il y a beaucoup de pêche profonde qui se fait en haute mer. Et donc c'est indispensable. La France pourrait bien sûr prendre, via Ségolène Royal, ce rôle-là, de se servir de l'interdiction au niveau européen pour porter cette interdiction totale au niveau de la haute mer, au niveau mondial. Donc il y a quand même encore énormément de travail à faire. Mais effectivement, quand on gagne un combat, il y a des forces opposées qui se mettent en branle et qui s'organisent et qui essayent de faire que les choses rebougent dans l'autre sens, ou bougent dans une direction qui n'est pas forcément celle souhaitée par la société civile, les scientifiques, Gilles, moi. Voilà. Et donc là, dans le reportage qu'on a vu avant, Gilles a déjà réagi sur ce jeune homme qui disait que les pêcheurs faisaient comme les agriculteurs et qu'ils labouraient, ce qui est une aberration. Donc effectivement, il faudrait peut-être qu'on aille dans ces écoles-là pour donner notre point de vue aussi, parce qu'il y a une différence fondamentale entre la pêche et l'agriculture. C'est que effectivement, les agriculteurs labouraient, ils sèment et ils mettent de l'engrais. Alors effectivement, maintenant on se rend compte qu'il y a peut-être la monoculture intensive, c'est pas forcément l'agriculture qu'on souhaite et qu'on devrait souhaiter. Et donc on retourne vers des formes d'agriculture qui ne labourent plus, qui n'utilisent plus d'engrais, qui n'utilisent plus de pesticides et qui font des produits qui sont de très bonne qualité, avec des rendements qui sont les mêmes et avec des éleveurs, des agriculteurs qui ne sont pas malades. Donc c'est quand même qui ne se suicident pas, qui n'ont pas de cancer. Donc pour la société, il y a aussi un coût en moins qu'il faut garder à l'esprit. Et donc là, dans la pêche, effectivement, on laboure, on détruit l'habitat, on pêche plein d'espèces qui ne sont pas intéressantes commercialement, qu'on rejette à la mer, mortes bien sûr, parce qu'un poisson qui remonte, qui a été traîné pendant des heures et des heures dans un filet et qui est remonté de plusieurs centaines de mètres de profondeur, quand il arrive sur le pont, il est mort. Donc il est perdu pour le fonctionnement de l'écosystème. Et effectivement, on voit actuellement des méthodes de pêche qui sont développées, notamment la seine danoise que le jeune homme évoque. Demander à un pêcheur artisan ce qu'il pense de la seine danoise, il s'arrache les cheveux, il se dit c'est pas possible de mettre ça en place. La seine danoise, qu'est-ce que c'est ? C'est un filet qui repose au fond de l'océan et deux énormes cordes métalliques qui vont vibrer et qui vont créer un écran de sédiments en suspension qui va apeurer le poisson et qui va se retrouver piégé dans le filet. Et donc ça, c'est fait sur plusieurs kilomètres carrés de surface et tout est pêché. Et donc les pêcheurs qui passent derrière, ils ont un océan qui est désert, tous le disent, et c'est pas possible de mettre ça en place. Et l'argument derrière le développement de cette technique de pêche, c'est que ça consomme moins de carburant. Donc les objectifs de Paris sont cruciaux. Bien sûr, il faut régler le problème du réchauffement climatique le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, mais il y a parfois des problèmes qui sont liés à ça aussi, avec des arguments de greenwashing. On va toujours faire une course en avant pour augmenter la productivité de nos méthodes de pêche, avec bien sûr des impacts catastrophiques et pour l'environnement et pour les pêcheurs. Richard Mérigeau, vous êtes souvent sur les océans, donc avec Sea Shepherd, dont je le rappelle. J'imagine que le 7e continent, les continents de plastique, vous avez dû voir ça. Comment on peut dire, parce qu'on a l'impression que c'est un endroit où on va pouvoir aller, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis nous parler aussi des espèces que vous avez pu voir, les menaces qui pèsent sur certaines grandes espèces comme les baleines, les requins aussi. On sait les Asiatiques sont friands des ailerons qui soi-disant sont aphrodisiaques et qui les rejettent après moitié morts, comme tu disais tout à l'heure Frédéric. Quel est votre constat, vous, Richard ? Pour avoir navigué dans tous les océans, dans un seul océan donc, mais tout autour de la Terre, tout ce qui est plastique, pollution, cétacés morts, les tortues, j'en ai vu à la sortie du golfe de Gascogne une dizaine mortes et il y avait un gros morceau de plastique à côté. Et cette année, les dauphins, apparemment, il y a eu des milliers de dauphins. Et là, les dauphins, oui. Mais bon, ça a été étudié à La Rochelle, à Pélagis. A priori, il y a au moins 70%, ou je ne sais plus combien, ça vient des filets de pêche. Ils ont vu les queues découpées, etc.
Moi, j'ai déjà ramené, à l'époque, il y avait dans les pertuis un dauphin mort pour à Anne Collet, qui était à l'époque la spécialiste. Oui. Il m'a dit par téléphone, il m'a dit ça m'intéresse de voir pourquoi il est mort. Et ces gars sont arrivés, ils ont vu, ils ont dit ah bah il a été ouvert par les pêcheurs. Les pêcheurs, quand ils en pêchent pour pas se faire engueuler, ils ouvrent le ventre pour qu'il coule, et de temps en temps il y en a un qui coule pas. C'était le cas de celui-là, par exemple. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, alors il y a des scientifiques qui nous expliquent l'intérêt de l'écosystème, enfin qu'il faut protéger l'écosystème. Il y a des associations, il y a des juristes, il y a des politiques qui font des lois, mais après ces lois, il faut qu'elles soient mises en pratique. Alors vous savez que chaque pays a 12 000, c'est-à-dire un peu moins de 24 km, 22 km d'eau territoriale, et puis 200 000 de zones économiques. Tous les médias appartiennent aussi au lobby. Vous ne savez pas que sans doute qu'il y a des demandes pour que ça soit à 500 ou 700 000 de zones économiques pour chaque pays. Et puis en dehors de ces 200 000, il n'y a plus de police. Donc les pêches illégales, il n'y a plus personne. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Sea Shepherd, notamment en Antarctique, en envoyant nos bateaux dans les eaux internationales pour surveiller les pêches illégales, quoi. Ce matin, il y a une nouvelle rubrique qui a été lancée dans Sud-Ouest. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un bonheur de se dire que les océans et les problèmes qu'on a évoqués ensemble sont l'intérêt maintenant de journaux. Donc c'est vraiment parfait. Il y a une grande interview d'Isabelle Autissier, qui est la navigatrice rochelaise et qui est présidente du VVF. Elle est tout à fait consciente que dans les océans, il y a des tas d'espèces intéressantes. On a parlé tout à l'heure de la pharmacologie. Et elle disait, OK pour l'exploitation, mais il faut d'abord passer par l'étape scientifique. Donc essayer de faire des études sur toutes ces espèces et ensuite passer à l'étape industrielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. La question, c'est la même chose, toujours la même. On ne peut pas aujourd'hui continuer à dire au monde politique, laissez-nous faire des recherches, après on verra ce qu'on va faire. On a assez de connaissances pour faire des choses, pas n'importe quoi. Donc aujourd'hui, la situation est compliquée entre la science qui continue, qu'il faut continuer à développer bien sûr dans le futur, et l'économie qui tourne déjà. Sur l'exploitation minérale des grands fonds marins, c'est clair, à l'époque avec Jacques Weber justement, on s'était battu il y a 8 ans, on voulait mettre en place un fonds de 100 milliards de dollars aux États-Unis, avant qu'on démarre le premier projet d'exploitation industrielle de grands fonds. On a vu des images terribles sur Thalassa cette semaine. Hein. On a vu ces broyeurs, il y avait l'histoire du krill, mais il y avait l'histoire des broyeurs, en fait, qui vont chercher là du cuivre, en l'occurrence, ou du molybdène dans le fond de l'océan. Parce qu'on va forcément avoir des problèmes. Des forages profonds à 2000 ou 4000 mètres, le jour où ça claque, on est mal. Donc d'abord, commençons par nous mettre d'accord sur plus de connaissances. Deuxièmement, un fonds qui servira d'intervention rapide le jour de la première catastrophe. Donc on est d'accord. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on contient ces gens-là dans leur starting block dans lesquels ils sont aujourd'hui? La seule question, c'est d'interdire les bêtises qu'on a faites sur les continents et qu'on les reprenne sur les grands fonds marins. Il y a 1800 permis de ressources minérales déposés dans le monde aujourd'hui sur des fonds au-delà de 4000 mètres. Donc c'est vrai que le combat est difficile. Mais c'est vrai qu'on manque dramatiquement de connaissances sur ces écosystèmes-là. On les connaît beaucoup moins que les autres. Hein. Tout à l'heure, quand j'écoutais Frédéric, d'abord, les biomasses qui sont récupérables ne sont pas du tout les mêmes qu'on voit sur les côtes ou dans les sources hydrothermales. Deuxièmement, elles sont mal connues. C'est un système très très lent. Hein. On a souvent parlé ensemble de ce poisson qu'on a débarqué à beaucoup de moments, qui s'appelle l'empereur. La femelle est mature pour la première fois à 32 ans. C'est plus que chez vous, mesdames et mesdemoiselles. Hein. Première maturation de la femelle, 32 ans en fait. C'est pas des stocks de pêche. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Donc c'est là, en fait, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas beaucoup à pêcher. Les systèmes sont destructeurs. 5 minutes de chalutage sur des fonds là ont détruit 1000 ans de grandissement d'un écosystème. Est-ce que l'humanité a besoin de ces ressources? Je pose la question. Frédéric, tu veux réagir? J'abonde. Il faut qu'on réfléchisse à notre mode de production et de consommation, avant tout aussi. Là, c'est sûr que la recherche, elle est absolument fondamentale.
On connaît moins bien le fond de l'océan que la surface de la Lune, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Peut-être bientôt que de la surface de Mars. Oui, c'est on ça, connaît, je crois, 5% seulement des espèces des abysses, par exemple, alors qu'on connaît bien plus, effectivement, de l'espace. Et on n'a pas cartographié, on ne sait pas du tout ce qui vit. Ne parlons pas des bactéries et des virus. Enfin, on découvre encore des très gros poissons à ces profondeurs-là. Donc imaginons la diversité inconnue au niveau des éponges ou des vers, ou peu importe. Donc la recherche, elle est absolument fondamentale, mais on est aussi arrivé à un point de notre civilisation, si on peut appeler ça comme ça, où il faut qu'on se remette en cause rapidement. Il faut qu'on se pose des questions. On ne peut pas maintenant décider d'aller exploiter les nodules polymétalliques à 5 ou 6 000 mètres de profondeur pour pouvoir continuer à changer d'iPhone tous les ans ou de Samsung Galaxy S12. C'est pas possible. Donc effectivement, il faut qu'on acte quelque chose et qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Il faut recycler, il faut moins consommer, il faut être plus vertueux, moins gaspiller. Quand on regarde maintenant, nous on est basé à Paris, il y a pas mal de lignes de métro qui sont rénovées. Qu'est-ce qu'on met dans les stations? On met des énormes écrans LCD pour faire passer de la publicité. Ouais. C'est ridicule. Ouais. Richard? Ouais, justement, en parlant de recherche, j'ai été aussi capitaine d'une expédition qui faisait le tour du continent américain, donc naviguer dans les glaces par le passage du Nord-Ouest, et sur le changement climatique, parce qu'un scientifique à bord, si tu lui dis réchauffement climatique, c'est pas une démarche scientifique. Hein. Changement climatique, j'ai eu un glaciologue à bord au Spitzberg du CNRS. Et hors caméra, il nous a dit, bah oui, mais pour que je puisse être là, c'est Total qui a financé mes recherches, parce que le but, c'était de savoir si les pétroliers pouvaient passer par le passage du nord-ouest ou du nord-est. Donc pour aller au fond, faire ces études-là, qui va les financer? Donc il faut un changement effectivement sociétal pour que l'argent soit mis au bon endroit pour les recherches, quoi. S'il y a des questions, on va vous passer les micros. La question, c'est quel poisson éviter à tout prix? Les grands prédateurs ou les poissons profonds qui ont des traits de vie, comme le disait Gilles, l'empereur qui est mature à plus de 30 ans, qui vit jusqu'à 150 ans, ça ne peut pas être durable de le consommer, quoi que les labels vous disent. Parce que maintenant, effectivement, vous avez des labels qui disent la pêche d'empereur en Nouvelle-Zélande à 2000 mètres de profondeur, au chalut de fond, sur ces poissons-là, est durable. Nous, on a un problème avec ça. Et après, il faut évidemment tous les poissons, tu disais que j'en parlerai peut-être, donc je le fais maintenant, tous les poissons qu'on réduit en farine pour faire de l'élevage dégueu de saumon, c'est des poissons qui sont à 90% consommables par les humains. C'est des anchois, des sardines, du hareng, chinchard, merlan bleu, sprat, taco. Tous ces poissons-là, ils sont parfaitement consommables. Et donc là, on a publié en début d'année une étude scientifique là-dessus. 90% des 20 ou 25% de poissons réduits annuellement en farine sont consommables. Et c'est des poissons qui se reproduisent très très vite, donc qui peuvent supporter une pression de pêche plus facilement que les requins ou les thons, par exemple. Et c'est des poissons qui sont aussi moins chargés en métaux lourds, par exemple. Donc pour la santé, il vaut mieux consommer des anchois et des sardines que du saumon ou du thon, par exemple. Donc, disons que si vous voulez consommer du poisson, et Gilles l'a dit, il faut aussi qu'on pense à beaucoup moins consommer de protéines animales, que ce soit de la viande ou du poisson. Il faut chercher plutôt ces espèces qui se reproduisent très très vite, comme les anchois, les sardines, plutôt que de manger du thon ou du saumon. Voilà. Je peux compléter quelque chose? Ça fait 3 ans qu'on s'est battu pour la culture des insectes, et depuis décembre, le 27 décembre, peut-être tout le monde était en vacances, personne ne s'en est rendu compte, on a réussi, parce qu'ils avaient sorti l'Europe, la FNSEA, les lobbyistes de la FNSEA en Europe, ont sorti les insectes de l'alimentation. Alors tout le monde savait que Néandertal, maintenant on a vu ça, mangeait 20% d'insectes dans son bol alimentaire, mais là, on a réussi à convaincre l'Europe de passer à la nourriture d'insectes pour nourrir les poissons. Donc bientôt, on va faire des farines d'insectes nourries à partir des
soi-disant, on dit pas ça déchets, mais c'est des déchets agricoles. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, on a découvert qu'en passant aux insectes, on arrivait à baisser le taux d'antibiotiques que l'on mettait dans la mer à ces poissons comme les saumons et tout ça, on arrivait à baisser de 30% ce taux. Donc il y a de l'espoir. Parce que les larves d'insectes qui vivent dans des bouillasses absolument immondes, comme les éponges, développent des mécanismes de défense. Et donc, ils font leurs propres antibiotiques. Donc si vous utilisez les insectes pour nourrir le poisson ou les porcs ou les poulets, vous avez naturellement des antibiotiques ou des molécules dedans. Les canards mangent des insectes. Mais alors, merci pour votre commentaire, parce qu'en début d'année, on a publié un rapport sur justement cette pêche minotière, et on parlait quand même de solutions. Il en faut, on ne peut pas parler que des problèmes. Et donc on disait, tout le monde sait qu'il y a énormément de déchets de transformation des aliments, ou d'aliments qui sont déjà transformés et qui partent à la poubelle parce que la date de péremption est passée. Et donc ces déchets-là, on peut les utiliser pour faire de la purée qui sert à nourrir des larves, qui ensuite servent à nourrir les fermes d'élevage, que ce soit de poissons ou de poulets ou de cochons. Et c'est quelque chose qu'il faut développer. Il y a encore tout un tas de verrous législatifs qui font que c'est pas encore tout à fait possible, mais ça se débloque. Maintenant, on trouve dans nos poissonneries, dans nos commerces, des sacs en plastique qui ont un toucher tout à fait remarquable et qui apparemment sont composés de 30% de matière biosourcée. Et ils sont compostables. C'est une norme un peu fumeuse qui dit qu'en gros, au bout d'un certain temps, eh bien, on n'a plus l'intégrité physique du sac, mais je suppose qu'il reste un certain nombre de petites choses qui vont se retrouver un beau jour dans les océans, via les sédiments ou autres. Et je voulais poser la question aux physiologistes et naturalistes. Qu'est-ce qu'on sait du devenir de ces microparticules de plastique chez les animaux marins ou dans l'environnement marin en général? Je pense qu'il y a un effort qui est fait. On va dans le bon sens, mais vous avez tout à fait raison, il faut regarder de très près ce qui se passe aujourd'hui. Le drame aujourd'hui, c'est que tous ces plastiques qui sont dans l'océan, il y a deux aspects, il faut les retirer, mais avant de les retirer, il faudrait peut-être commencer par arrêter la source d'arrivée de ces plastiques dans l'océan. Quand il y a un incendie, on commence par arrêter les causes de l'incendie. Donc là, il y a un vrai travail, il y a des gens aujourd'hui qui se battent, des associations d'ailleurs qui font des bateaux de ramassage de plastique. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Mais vous avez raison, le plastique biodégradable aujourd'hui, j'attends de voir, hein, j'ai pas de choses... Compostable, hein. Oui, compostable... Faut regarder, vous avez raison, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout prendre d'un seul coup comme ça, ça ne change pas si vite que ça, mais il faut tendre à cela. Hein. J'ai des collègues qui font des bateaux de course maintenant en fibre de lin, donc bon, on avance, hein, mais il y a un gros travail à faire là-dessus, vous avez raison. Est-ce que vous avez des interventions comme ça auprès des professeurs et des élèves en France? Vous savez, ça fait un bout de temps que je traîne mes guêtres partout, et c'est une question que j'ai toujours pour les marins-pêcheurs. Depuis tout le temps, depuis 40 ans, je pose la même question. Ils sont fils de marins-pêcheurs et petits-fils de marins-pêcheurs, hein, qu'ils soient corse, breton, japonais, patagon, tout le temps. Et je leur dis, est-ce que ton fils sera marin-pêcheur? Jusqu'en 2008, c'était oui. Depuis 2008, c'est pas toujours oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans une situation qui est un petit peu difficile. Donc, ce gamin, je ne sais pas, il faut discuter avec lui. Alors, c'est là que l'école devrait changer un peu le genre de... C'est plutôt à Frédéric de répondre qu'à moi, parce qu'ils sont confrontés à ces gens-là tous les jours. Nous ne sommes pas du tout contre la pêche. Au contraire. On est là pour simplement... Moi, je ne suis pas pêcheur, c'est pas mon boulot. Si les poissons disparaissent, c'est leur boulot à eux qui est menacé aujourd'hui. Donc, il faut faire admettre ça dans le système, que si contrainte il y a, c'est pour faire du durable. Je vais prendre un exemple un peu brutal, je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric, on avait regardé, on arrêterait 2 ans la pêche mondiale, tout repart. La résilience du milieu marin, quand on ne l'a pas entièrement détruit, hein, quand il a résisté un petit peu, est incroyablement capable de repartir en fait. La question aujourd'hui, c'est comment collectivement, je préfère le faire avec les pêcheurs, évidemment, parce que si on le fait ensemble et collectivement, eh ben, la mesure sera beaucoup mieux acceptée. Donc, la question, elle est là. Et quand j'espère que dans les lycées agricoles, on leur parle de ces questions-là, finalement. Je les ai reçus récemment au ministère, on les a reçus à Paris. J'ai parlé un petit peu avec tous ces gamins, ils sont très chouettes, ils ont envie de faire plein de choses. Hein. Je pense que le cas qu'on a vu est un cas un peu extrême tout à l'heure là. Alors, si je peux me permettre, je suis aussi professeur vacataire à l'école maritime qui a fait ce film. Je suis assez surpris, je vais leur en parler d'ailleurs. Et je suis intervenu la semaine dernière pour les terminales. On était 3 ou 4 professionnels pour expliquer la réalité du métier de marin, mais c'était pas sur la pêche. C'était pas sur la pêche. Leurs professeurs au niveau de la pêche sont des anciens pêcheurs. C'est quand même la génération d'avant, ceux qui ont le plus pollué.
Faut pas oublier qu'à l'automne, là, j'ai vu que les ostréiculteurs sont allés manifester avec les paysans. Si leurs huîtres sont malades, c'est à cause de tout ce qui est balancé dans la Charente par les paysans. Donc il y a vraiment une éducation à faire à ceux qui ont l'âge de leurs parents. Bon, a priori, l'éducation pour eux, elle n'est pas faite à l'école maritime, effectivement. Là. Oui, bonjour, Pierre-Yves Larieux, directeur du lycée maritime de La Rochelle. Bon, je vais quand même intervenir un peu, si vous le permettez. Il ne faut pas oublier que ceux que vous avez vus, ce sont des élèves. Ce sont des jeunes qui ont 15-16 ans. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont une maturité, ce ne sont pas des élèves qui ont un haut niveau d'études également, c'est des gens qui sont en devenir. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai vu, parce que bon, les critiques sont fondées. Hein, l'histoire du laboureur des mers, bon, bref. Donc, je n'aurais absolument pas ça en cause. Moi, ce que j'ai vu, c'est que lorsque j'ai autorisé le tournage, je me dis, banco, on va voir. Et ce que j'ai vu, c'est des élèves qui, tous, quels qu'ils soient, pour eux, ils ont une ébauche de conscience environnementale. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dire, tiens, là, il y a quelque chose, je ne peux plus faire n'importe quoi. Et également, ce que j'ai noté lorsque vous avez bien écouté, tous, ils veulent être acteurs. Certains le disent de manière maladroite, oui, c'est au-dessus, ils décident pour nous. Mais à un moment ou à un autre, ils disent, eh bien, on veut participer aux décisions, on veut. Et donc, ça, je vous mettrai ça en rapport par rapport au même reportage qu'on aurait pu faire il y a 20 ans. Donc, il y a quelques années, j'entendais plutôt des discours du style, le problème, c'est pas qu'il n'y a plus de poissons, c'est qu'il y a trop de scientifiques. Là, on n'en est plus là. Moi, je me place dans l'optique où il faut éviter peut-être les anathèmes un peu trop faciles. Il faut avant tout éduquer, parce que c'est par l'éducation plus que par la confrontation, je pense que l'on arrivera à quelque chose. Et j'ai bien noté que certains étaient tout à fait disponibles pour venir apporter leur lumière au sein du ministère maritime. Et c'est avec plaisir que je les accueille quand ils en auront la disponibilité. L'invitation est lancée. Quand je suis avec Sea Shepherd, avec mes plongeurs, pour récupérer dans les opérations Mare Nostrum, comme l'an dernier, il y a 2 ans, pour récupérer les vieux filets, les filets fantômes, qui sont dans les fonds, qui continuent à pêcher et détruire les fonds, qui nous indiquent où sont les filets. Les clubs de plongée, certains pêcheurs, mais les plus jeunes. Entre la génération d'avant, l'écologie, c'était pas leur truc. Et donc il faut agir pour la génération qui arrive. Donc, vu l'âge qu'ils ont, je pense que c'est important de les former là-dessus, justement. Ceux de cet âge-là, quoi. Oui, je voudrais vous poser une question par rapport à la contamination des poissons par les déchets radioactifs. Est-ce qu'on évalue l'impact de la radioactivité sur les populations de poissons que l'on consomme ? Moi, je sais que du côté Pacifique Est, 1 an après, ou à peine, il y avait déjà des traces de l'accident nucléaire sur des thons. J'ai entendu dire il y a quelques mois qu'ils en avaient vu du côté Canada, donc Atlantique. Moi, j'ai fait une expédition où je me suis arrêté sur l'île de Clipperton, donc, qui est du côté Est, pas loin du Mexique. Et toutes les bouteilles et le plastique que j'ai trouvé sur les plages, c'était écrit en asiatique. Les pollutions dans l'air, on les voit. Au bout d'un moment, ça disparaît. Le problème des pollutions, c'est pour ça qu'on fait, nous aussi, beaucoup d'informations dans l'eau, c'est qu'elle ne se voit pas, et qu'elle reste longtemps, et qu'elle fait le tour de la Terre avec les courants, quoi. Donc c'est important de faire, avec Sea Shepherd, on fait aussi beaucoup d'informations. Ça m'est arrivé d'envoyer les plongeurs qui sortaient des filets pas loin d'une plage, et les plastiques et tout ce qu'on a trouvé sous l'eau. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils imaginaient même pas. Ils ont demandé à leurs enfants de sortir de l'eau, quoi. C'est le problème des océans, c'est que pour que les gens prennent conscience de la pollution des océans, elle ne se voit pas pour le terrien. Et quand on parlait de l'océan de plastique, je suis passé au-dessus. Et je ne suis pas le seul. Il y a peu de marins qui vont vous dire qu'ils ont vu l'océan de plastique. Parce qu'on a vu tout à l'heure de la station spatiale tout ce qu'ils arrivaient à voir. Et en fait, l'océan de plastique, presque partout, est entre 5 et 35 mètres de profondeur. Il émerge qu'à certains endroits. Du coup, même nous, les marins, si on n'a pas l'œil rivé sur 24 heures sur 24 sur le sondeur, souvent on ne le voit pas. Donc il y a assez peu de photos prises directement des bateaux, quoi. Donc c'est le problème de la pollution dans les océans, c'est qu'il ne se voit pas, quoi. Sea Shepherd, il y a 1 an, quand son grand capitaine est venu, nous a expliqué qu'il ramassait effectivement ces filets pour en faire finalement une valorisation par
de l'habillement qui est finalement des polaires. Et d'un autre côté, j'entends que la pollution de l'eau, c'est pouvoir me dire si c'est vrai, la pollution de l'eau est en partie liée aussi à nos machines à laver. C'est-à-dire que c'est ces micro-particules plastiques qui vont dans l'océan. Et je me demande si finalement il n'y a pas un mauvais message à expliquer que recycler par des vêtements ou des chaussures du plastique est une bonne solution. Mais en fait, ça a été fait pas avec les filets que moi j'ai récupérés avec mes plongeurs qui étaient là depuis longtemps. Ils ont utilisé les 70 km de filets qu'avait balancé un pêcheur à la Légine alors qu'il n'avait pas le droit de le pêcher. C'est ceux-là, donc c'était des filets plus ou moins neufs qui ont été utilisés pour faire des semelles, je crois, avec une marque, avec Adidas ou je sais plus trop. Bon, après, c'est aussi un moyen de communiquer pour faire voir à tout le monde. Hein. S'il n'y a pas des associations comme Sea Shepherd, il y a beaucoup de gens qui ne se rendraient pas compte de la pollution qu'il y a dans la mer. On fait aussi, c'est le côté information aussi, quoi. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous donc pour